Sport and Chill, la parole aux chillers. La NBA est de retour. Déjà, me direz-vous, seulement 71 jours après le match 6 des finales remporté par les Lakers, après plus de 100 jours dans la bulle d'Orlando. Des signatures, des transferts et la draft de quelques rookies des plus prometteurs devraient nous offrir une nouvelle fois une saison spectaculaire outre-Atlantique. Côté NBA, on s'adapte à la situation sanitaire mondiale en proposant une saison régulière à 72 matchs qui devrait voir le match 7 de ces finales au plus tard le 22 juillet, soit la veille du début du tournoi olympique à Tokyo. On a parlé des 72 matchs de saison régulière, mais cette saison, la Grande Ligue innove aussi pour les playoffs avec l'apparition de play-in, déjà aperçu l'an passé. Ces derniers donneront la possibilité aux dixièmes de chaque conférence de se qualifier en play-off. La formule est simple, ou pas trop simple non plus. Le septième jouera à domicile face au huitième. Le vainqueur de ce match sera donc septième. Le neuvième jouera quant à lui à domicile face au dixième. Et le vainqueur du match entre le 9e et le 10e jouera face au perdant du match entre le 7e et le 8e. Le vainqueur de ce match ira en play-off. Donc c'est une formule un petit peu nouvelle qu'on devra apprendre à connaître. Cette année, les Raptors de Toronto se délocalisent sous le soleil de Floride à Tampa Bay pour éviter la quatorzaine imposée à tous arrivant sur le sol canadien. Seulement quelques salles accueilleront un peu de public, comme Utah, Memphis, New Orleans ou encore Houston, dans un pays fortement touché par le Covid. Ce soir, avec les spécialistes NBA de Sport and Chill que sont Boris, salut Boris, Salut Jules. et Tariq, salut Salut Tariq. Jules, et salut Boris. Salut Tariq. On a décidé de faire non pas une, mais deux paroles aux chillers sur ce nouvel exercice 2020-2021 pour présenter d'abord la conférence Ouest, puis la conférence Est. Aujourd'hui, on parlera de conférence Ouest en faisant honneur aux champions. On a classé les équipes dans 4 catégories pour cette preview un petit peu de cette saison NBA. D'abord, les équipes qui jouent clairement le titre. Ensuite, on a les valeurs sûres qui devraient truster les places de haut de tableau. Puis les bonnes surprises, les équipes qui pourraient nous surprendre cette saison. Et enfin, ceux qui sont en reconstruction et attendront plutôt la draft. On va attaquer sans attendre par les champions. Les Los Angeles Lakers, qui ont fait une intersaison plutôt réussie, avec notamment l'apport de plusieurs recrues. On sait qu'ils ont perdu notamment Dwight Howard à l'intérieur, Javal McGee, ils ont perdu Avery Bradley, mais ils ont réussi et même Danny Green, mais ils ont réussi à remplacer ces joueurs-là avec d'autres joueurs de qualité. Dennis Schroeder est arrivé, Wesley Matthews, Marc Gasol et Montrezl. Et on se demande si les Lakers, qui avaient fini premier de saison régulière à l'Ouest l'an passé, et qu'on montré qu'ils étaient les patrons dans la bulle avec Anthony Davis notamment, on se demande s'ils ne sont pas plus forts que l'an passé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Boris, de cette équipe. En tout cas, je trouve que le recrutement est extrêmement bien ciblé parce qu'ils ont eu que 70 jours de repos depuis le titre. On sait que LeBron James commence à prendre de l'âge, qu'Anthony Davis est sujet aux blessures. Donc il fallait bien recruter pour les entourer d'éléments aux jambes fraîches, on va dire, plutôt jeunes et tout. Donc c'est le cas de Harrell, de Schroeder et tout, parce qu'il va falloir être assez rapidement compétitif. Et je pense que LeBron sera souvent mis au repos, Anthony Davis aussi. Donc je pense qu'il a fallu bien recruter parce que la saison va être très rapide et très intense. Donc je trouve que déjà sur le papier, le recrutement est plutôt assez réussi. Au niveau du 5 majeur, on devrait partir peut-être sur un LeBron James à la main cette saison, qui devrait vraiment s'installer à ce poste de meneur. On sait que d'habitude, c'est souvent lui qui avait la balle en main l'an passé déjà. Mais là, avec peut-être un Dennis Schroeder en sixième homme derrière, euh, est-ce que, euh, est-ce que selon toi, c'est LeBron sur sa fin de carrière, il va se fixer à ce poste-là, vraiment rester en distributeur et faire jouer plutôt ses coéquipiers? Après, LeBron, c'est un joueur qui a quand même beaucoup tiré sur son physique pendant toutes ces années. Moi, j'avoue que je ne le voyais pas forcément meneur. Je vois plutôt Schroeder titulaire, puisque bon, surtout vu la saison qui est un peu ramassée. Après, je le Ouais. voyais surtout plus vraiment se cantonner à son poste d'ailier, voire d'ailier fort. Parce que meneur, c'est pas seulement faire des passes et remonter le ballon, c'est prendre le rebond défensif et remonter le terrain, etc., etc. Après, je pense que c'est un mec qui se prépare tellement bien, donc je pense qu'il est capable de tout. Donc, à mon avis, ça peut être une option en tant que première lame de relanceur et de meneur.
Très bien, on rappelle que les Lakers ouvrent cette saison face aux Clippers, leurs voisins de Los Angeles, qui sont candidats au titre aussi. C'est les deuxièmes qu'on a placés cette catégorie de favoris-là, euh, et qui, l'an passé, ont été sortis. Ont été sortis après avoir mené 3-1 en playoff aux Nuggets. Ils avaient aussi galéré au premier tour face à Dallas. C'est une équipe qui a eu du mal, notamment avec Paul George dans cette bulle, qui a eu beaucoup de mal. Paul George et Kawhi Leonard qui est arrivé l'an passé et qui ont mené les Clippers à un bilan de 49 victoires pour 23 défaites en saison régulière. Voilà, 27 points pour Kawhi Leonard l'an passé de moyenne, un peu moins de 22 pour Paul George, et une intersaison avec des renforts aussi de ce côté-là. Bon, on sait qu'il y a la perte de Montrezarel qui pourrait peut-être faire du mal à cette équipe. Montrezarel qui est parti chez l'ennemi des Lakers, comme on vient de le dire. Mais il est remplacé par Serge Ibaka, numériquement, qui va apporter sa défense, mais aussi son bon shoot. L'arrivée de Nicolas Batum en provenance de Charlotte, qui va essayer de se relancer après deux ou trois années compliquées. Et aussi du shooter Luke Kennard de Détroit, qui est plutôt intéressant. Côté aussi des départs, on a Jamichael Green qui part à Denver. Tariq, qu'est-ce que tu attends des Clippers, toi, cette saison? Alors écoute, je suis pas vraiment un grand fan de cette équipe des Clippers. Écoute, pour le recrutement, on va voir. L'année dernière, ils ont aussi bien recruté, mais ça ne se voyait pas forcément sur le terrain. Certes, ils ont fait une très bonne saison régulière. Ils ont quand même battu aussi des deux grosses équipes de la ligue. Mais je trouve que cette équipe-là était trop dépendante plus de Kawhi Leonard que de Paul George. Paul George, comme tu l'as dit, des playoffs, lors de la bulle, il n'a pas été performant. Moi, j'ai regardé quasiment tous leurs matchs contre Dallas. Il a fait un seul gros match, alors qu'ils en ont joué 6 contre Ouais. les Mavs. Voilà, Kawhi Leonard, c'était un peu, on va dire, le pompier de service qui sauvait un peu cette équipe. Donc, je pense que oui, ils se qualifieront en playoff. Après, pour pouvoir gagner le titre, je ne sais pas. Tout dépend de ces deux superstars. Mais il faut aussi certains joueurs, on va dire certains joueurs qui les entourent, qui soient aussi bons. On l'a vu avec les Lakers, certes c'est LeBron James, certes c'est Anthony Davis qui ils ont porté cette équipe-là, mais ils avaient quand même on va dire d'excellents lieutenants. Quand LeBron n'était pas forcément bon ou il gérait un peu sa forme, Anthony Davis, pareil, bah, tu avais des joueurs comme Caruso Ouais. qui faisaient des entrées, il était bon, etc. Donc voilà, les Clippers, certes, sur le papier, c'est beau. Après, sur le terrain, moi, perso, je ne prends pas de plaisir à regarder trop cette équipe-là. Et pour le côté des résultats, ça reste à faire, ça reste à voir, pardon. Voilà, je verrai en playoff. En saison régulière, je me fais pas forcément trop de Ouais. soucis, mais en playoff, tout dépendra de l'équipe qui jouera, etc. Ça sera un Est-ce peu que tu, plus. eh, tu, tu parles justement peut-être du banc mieux fourni du côté des Lakers? Est-ce que tu penses que l'arrivée de Batum, Kennard ou Ibaka peut amener un vrai plus? Bon, Ibaka, devrait être titulaire normalement. Est-ce que cette équipe-là est plus forte que l'an passé? Alors pour Ibaka, oui, je pense que Ibaka, on le connaît, hein, ce qu'il faisait. Il était à Toronto l'année dernière, donc voilà, il jouait bien, hein, même quand il était à Oklahoma, si je ne me trompe pas Ouais, avant. c'est ça, Donc grand voilà, il a défenseur. toujours montré de bonnes choses. Après, Nicolas Batum, alors personnellement, je peux pas donner d'avis sur lui car il jouait pas beaucoup à Charlotte et j'ai pas forcément Charlotte, c'est pas une équipe que je veux regarder. Donc je sais pas son état Il de pourra pas forme, est-ce faire qu'il pire est bien. que ces dernières Oui, saisons. oui, sûrement, je pense. Donc voilà, je miserai plus sur Ibaka qui peut apporter un plus, qui sera peut-être un bon remplaçant à. J'arrive jamais à dire son nom, celui qui a été aux Lakers. Euh, Arel, voilà, Montrezarel. Harrell. Je pense qu'il peut très très bien, je pense, le remplacer. Il faudra voir s'il a la même arme, la même combativité. Après, pour Batum, je sais pas. Ça reste à voir. Il sera sûrement dans le second unit. Donc on verra Oui. s'il pourra apporter un peu. Voilà, s'il peut déjà mettre 10, 12 points par match. Je pense qu'il, comme tu as dit, il fera plutôt une bonne saison.
D'accord, très bien. Ben, on va partir sur une troisième équipe qu'on a mis dans les favoris. Une équipe qui a été défaite l'an passé en finale de conférence contre les Lakers après avoir sorti deux séries de playoffs face à Utah et aux Clippers plutôt mémorables. C'est les Denver Nuggets qui ont fini troisième de saison régulière à l'Ouest l'an passé avec 46 victoires pour 27 défaites. Euh, une équipe qui a pas mal changé. On a eu pas mal de mouvements à l'intersaison, avec notamment les départs de Jeremy Grant et Mason Plumlee, tous les deux vers Détroit. On a aussi Torrey Craig qui peut constituer une petite perte importante, qui est parti du côté de Milwaukee. Mais des joueurs sont arrivés. On a Facundo Campazzo, le fantasque meneur argentin du Real Madrid qui débarque pour être derrière Jamal Murray avec Monte Morris. Jamichael Green, comme on le disait, qui est venu remplacer numériquement Jeremy Grant dans la raquette. Et on a drafté les deux prometteurs R.J. Hampton et Zeke Nagy. Cette équipe, qu'est-ce qui va manquer à cette équipe, Boris, pour passer un palier selon toi? Clairement, l'an passé, il leur a manqué un troisième scoreur. On sait que Jokic et Murray ont répondu présent. On a été un peu déçus par Paul Millsap, par Gary Harris. Il y a Will Barton qui était blessé. Donc c'est une équipe qui était pas très 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 loin d'aller en finale NBA. Mais là, cette année, on a, on a, comment il s'appelle, l'ailier, c'est Porter, je crois, Michael Porter qui- Jr., ouais. Michael Porter Jr., qui est très bon en attaque, mais qui est catastrophique en défense. T'as Will Barton qui revient. Essentiellement, il leur manque un troisième score, une troisième option régulière. À partir de là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour les voir dans le top 3 de la conférence Ouest. Ouais, Surtout que Denver, même s'il n'y a pas beaucoup de public, mais Denver aussi aura cet avantage à domicile de jouer un peu en hauteur où ils sont un peu plus habitués que les autres équipes qui doivent un peu s'habituer c'est vrai. à l'altitude. Donc, ils ont entre guillemets ce petit bonus-là d'être performants à domicile. Leur match de pré-saison était très satisfaisant. Ils ont donné deux claques à Portland en les faisant valser d'un point de vue collectif. Donc, je pense que Denver sera derrière les deux intouchables Angelinos, la troisième force à l'ouest. On devrait partir normalement sur un 5 majeur avec Jamal Murray à la main, bien sûr, après une bulle exceptionnelle, notamment en playoff avec des gros cartons. Gary Harris qui devrait prendre le poste d'arrière. Michael Porter Jr. s'installer tranquillement sur l'aile. Euh, Côté ailier fort, on a un petit doute entre Paul Millsap vieillissant et Jamaica Green qui pourrait prendre un peu le rôle qu'avait Jeremy Grant. Et on aura bien sûr un Nikola Jokic en pivot. Selon toi, est-ce que le niveau de Jokic et Murray, qui doivent vraiment, je pense, Jokic jouer comme un candidat MVP et Murray peut-être monter à un niveau All-Star, est-ce que ça va être vraiment, c'est ce qui va décider du sort des Nuggets cette saison? Clairement, on a vu que maintenant, ils vont loin en playoffs. Ce sont des équipes qui ont one-two punch de haut niveau. On a déjà cité Los Angeles, on parlera d'autres équipes par la suite. À partir du moment où ils ont cette base-là, c'est qu'ils peuvent voyager loin. La perte de Grant, à mon avis, sera quand même très préjudiciable pour son côté un peu slasher, un peu bon défenseur sur les ailes. J'ai pas l'impression que Will Barton ou Michael Porter Jr. aient le même niveau défensif. Mais on sait que niveau attaque, niveau jeu collectif, ils seront très présents. Je les vois très 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 difficiles à battre à domicile. Donc je pense que ce duo-là, si on raisonne en termes purement statistiques, ça peut faire assez facilement 45 points par match et au moins 25 passes, étant donné le niveau à la passe de Nikola Jokic. Je Ouais. pense que si ces deux-là sont en bonne santé, s'ils se préservent bien dans une saison qui sera longue, je pense ils peuvent viser loin. Après, attention, parce qu'on a vu que l'an passé, Jokic était revenu avec quelques kilos en trop. Il avait commencé sa saison très 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 mollement. Ouais. On le voyait un peu pâteau. Donc là, il y aura pas forcément. Il va falloir être vite performant. Parce que vu le niveau de la conférence Ouest, ça va vite partir fort. Donc il faut un Jokic tout de suite en forme. Et oui, tu l'as dit, vu le niveau de la conférence Ouest, parce on a parlé des trois favoris qui se dégagent un petit peu, mais derrière, on a quand même pas mal de valeurs sûres et d'équipes qui vont pouvoir aussi enquiquiner ces trois équipes du haut de tableau. Boris, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces équipes-là? Mais on va commencer par Utah. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'équipe Million Dollar Rudy, le nouveau millionnaire
millionnaire de la NBA, troisième joueur de NBA le mieux Ouais. payé de l'histoire. Effectivement, Utah a fini 6e à l'Ouest l'an passé. Ils ont cette année explosé le salary cap en prolongeant Donovan Mitchell, en prolongeant Rudy Gobert, en prolongeant Jordan Clarkson. Ouais. Donc c'est une année qui a été plutôt difficile pour eux, parce qu'on se rappelle de l'affaire entre Gobert et Mitchell par rapport au Covid. On sait que les joueurs étaient à deux doigts de la rupture. Mais néanmoins, ils se sont rabibochés. Il faut croire que les millions rapprochent les cœurs. Donc j'ai appelé cette équipe les Utah Explose le salary cap Jazz. Donc à voir si, avec une marge de manœuvre très limitée, ils pourront être performants sur la longueur. Alors il n'y a qu'un seul départ marquant, c'est celui d'Ed Davis. Une arrivée marquante, c'est le retour à la maison de Derek Favors, qui a été longtemps la doublure de Rudy Gobert en provenance des Pelicans que tu connais bien. Donc Ouais. normalement, on part sur un 5 avec Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovic, qui n'a pas joué dans la bulle, qui est un retour important, Royce O'Neal et Rudy Gobert. Donc c'est un 5. On sait qu'ils seront à l'aise défensivement. Donc Ouais. Jules, est-ce que tu penses qu'offensivement, Utah peut passer un cap justement pour leur permettre d'aller plus loin dans la conférence Ouest? Ben, ils ont pas mal de. Ils ont quand même affiché pas mal de stabilité. Ça peut être un point fort. Après, j'ai l'impression il manque quelque chose de cette équipe. On sait que c'est une équipe qui va peut-être galérer à attirer des agents libres. C'est pour ça que ouais, quand c'est les petits marchés, on prolonge quand même les joueurs qu'on a réussi à acquérir par la draft, que sont Mitchell et Gobert, euh, qui sont deux niveaux All-Star. Après, j'attends pas mal de Mike Conley, qui était un peu décevant l'an passé, et qui, pour moi, va devoir clairement monter son niveau de jeu si Utah veut passer un cap. Ça, on le verra en playoff après, hein. Je pense qu'avec l'apport de Clarkson sur le banc, Joe Ingles aussi, c'est quelque chose qui peut. C'est une équipe qui peut embêter pas mal d'équipes en playoff. Ouais, je suis effectivement d'accord. Donc Utah, à mon avis, c'est le principal outsider des trois premiers qu'on a cités. Au même titre que Portland, les Portland No Defense Blazers, qui ont fini l'année dernière 27e au defensive rating. Donc c'est une équipe qui attaquait bien, mais qui défendait très 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 mal. Donc ils ont fini 8e l'année dernière. On se rappelle de leur play-in contre Memphis. Ils étaient très 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 en retard à un moment donné durant la saison. Ils ont réussi à revenir durant les derniers matchs. Donc l'année dernière, tout le monde se rappelle qu'ils ont aussi se sont fait sortir au premier tour par les Lakers. La marche était trop haute. L'année dernière a été marquée justement par le retour en NBA de Carmelo Anthony, qui a été plutôt pas mal avec eux. Après, ça n'a pas arrangé leurs problèmes défensifs, mais au moins ils avaient un attaquant racé. Donc au niveau des départs, on a Trevor Ariza qui est parti, qui justement n'était pas allé dans la bulle par rapport à des problèmes familiaux. Et Hassan Whiteside, l'homme qui state dans le vide, qui est allé dans une équipe qui va justement stater dans le vide cette année, c'est Sacramento. Par contre, au niveau des arrivées, je trouve que ça doit être l'une des meilleures équipes au niveau du recrutement, parce qu'ils ont recruté Robert Covington de Houston, Enes Kanter qui revient à la maison. D'ailleurs, Enes Kanter, dès qu'il arrive dans un club, c'est le club de son cœur, c'est le Buffy Gomis de la NBA. Il y a Derrick Jones Jr. qui vient de Miami, l'athlétique ailier. Ils ont prolongé Rodney Hood et Carmelo Anthony, qui apparemment cette année a accepté le fait d'être sixième homme. Donc, leur principal axe de progression se situe donc au niveau de la défense. Alors, on sait justement que Tariq Portland a toujours été une équipe qui passait sous les radars par rapport à plein de choses. Ils ont toujours connu des blessures, des moments un peu faibles. Est-ce que tu penses que cette année, ils peuvent viser, on va dire, la finale de conférence à l'Ouest? Alors pour viser la conférence, pour viser la finale de la conférence Ouest, je pense que ça sera très difficile puisqu'il y a beaucoup de grosses équipes, enfin de grosses équipes à l'Ouest. Après, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est rarement, qui est rarement épargnée par les blessures. Ils ont beaucoup de blessures. L'année dernière, on avait vu que c'était une équipe qui survivait grâce à Damien Lillard qui faisait des statistiques de fou à 50 points. Je ne sais pas combien de matchs il a fait à 50 points. C'était très impressionnant.
Même Ouais. Carmelo Anthony, comme tu l'as dit, il a plutôt, voilà, il était bien. Il a rajouté un petit quelque chose. Après, oui, le recrutement est très bon. Enes Kanter, on le connaît, c'est un joueur un peu chaud qui aime aller un petit peu au contact, qui est très bon défensivement. McCollum aussi, t'en as pas parlé, mais c'est vrai que l'année dernière, il n'a pas été excellent. S'il retrouve un peu son niveau, je pense que Portland, oui, peut être un sérieux candidat euh, pour le dernier carré, je sais pas, mais ça va être une équipe piège, ça va être une équipe difficile, même si c'est les Lakers qui les jouent, ou les Clippers, ou même les Nuggets qui sont les trois favoris. Je pense que voilà, si les Lakers jouent Portland cette année, par exemple, ils auront plus de difficultés à les sortir que la saison dernière. Mais évidemment, si Portland a son équipe au complet et ne pas avoir Damien Lillard tout seul à faire un peu le pompier de service et essayer de garder un peu cette équipe voilà, éviter la noyade à cette équipe parce que on a senti aussi un peu Lillard, il était un peu cramé quand il était arrivé en playoff parce qu'il avait fait des matchs C'est d'exception vrai. en saison régulière. À la fin, on le sentait qu'il n'en pouvait plus. Et je pense qu'il a besoin de un ou deux lieutenants qui peuvent prendre un petit peu le relais quand il est moins bien, qui peut leur permettre peut-être de passer un cap. Mais oui, c'est des candidats pour moi sérieux et dangereux. C'est des équipes qui peuvent sortir de grosses prestations contre n'importe quelle équipe. Ben justement, ça se sent dans le 5 majeur qui est annoncé avec Lillard, McCollum, les incontournables, avec Youssouf Mourkic qui lui aussi revient d'une longue blessure, même s'il était là pendant les playoffs. Et donc Derrick Jones Jr. et Robert Covington au niveau des ailes, justement pour leur apporter une assise défensive. Alors pour l'instant, ça n'a pas payé. Pendant les matchs de pré-saison, comme je l'ai dit plus tôt, Denver les a corrigés, mais Melo a même été expulsé. Donc se faire expulser lors d'un match de pré-saison, il faut quand même le faire. Mais au niveau des tensions, ça reste bien moins élevé que du côté de Houston, notre fameuse troisième équipe que, en tout cas, on avait mis au moment où on préparait l'émission dans les valeurs sûres. Les Houston, je me couche devant Harden Rockets, qui l'année passée ont fini quatrième à l'Ouest, avec un bilan de 44 victoires et 28 défaites. Ils étaient deuxième au niveau de l'offense, au niveau de l'efficacité offensive, mais avant-dernière au niveau des passes. Donc ça n'étonnera personne quand on se rappelle de Harden et de Westbrook qui gardaient beaucoup le ballon en main. Évidemment, ils se sont fait sortir assez rapidement par les Lakers au second tour. On se rappelle que l'année dernière, ils avaient innové avec un very small ball, pardon, un jeu avec pas de pivot et PJ Tucker qui joue en 5. Donc c'est une des équipes qui a beaucoup fait l'actualité pendant l'intersaison. Il y a le président qui est parti, Daryl Morey, qui est allé aux Sixers. Il y a Mike D'Antoni, le coach, qui est allé aux Nets en tant qu'assistant. D'ailleurs, il l'a annoncé aux journalistes pendant que l'équipe était dans l'avion. Donc on sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de cette équipe. Il y a Robert Covington, dont on vient de parler, qui est parti à Portland. Austin Rivers, qui a préféré aller dans le marasme des Knicks pardon, que rester à Houston. Et enfin, Russell Westbrook, qui est allé du côté de la capitale à Washington. Au niveau des arrivées, il y a l'excellent Christian Wood qui arrive de Détroit, il y a Sterling Brown qui vient de Milwaukee, DeMarcus Cousins qui vient de l'infirmerie. Donc voilà, donc ça a été une intersaison, on va dire, un peu dramatique avec Houston. D'ailleurs, il y a quelques heures de cela, il y a une nouvelle affaire qui est sortie dans la presse. Apparemment, ça a un peu chauffé au niveau des entraînements à Houston, avec Harden qui s'est chauffé avec un rookie au point de lui envoyer un ballon dessus. Donc c'est un début de mandat pour le nouveau coach Paul Silas assez catastrophique. Alors on ne sait pas si Harden va rester, parce que Houston se montre très gourmand au niveau de ce qu'ils veulent en échange. Donc est-ce que tu penses, Jules, justement, on avait mis Houston dans les valeurs sûres, est-ce que si on fait l'actualisation de cette catégorie, tu penses qu'ils doivent y rester dans les valeurs sûres? Alors personnellement, dans le petit classement que j'ai fait avant la saison, je les ai mis 9e moi. Je les prévois à la 9e place parce que je pense que Harden est un peu en train de pourrir son équipe actuellement. Tu parles voilà, de tension à l'entraînement, même si ça reste un grand joueur. Je pense qu'il perd de la valeur à chaque semaine qui passe. Il perd de la valeur sur le marché, même si je doute pas qu'il doit être très convoité. Je crois pas mal en John Wall quand même dans ce qu'il peut apporter dans l'animation.
J'attends vraiment de voir, voilà, à l'heure où on parle, James Harden a pas encore été transféré. Le mieux pour Houston, ce serait qu'il le fasse le plus rapidement possible parce on voit il a plus forcément envie d'être là. Donc ça serait bien de trouver une compensation, une bonne compensation rapidement pour pouvoir construire autour voilà, de John Wall qui est un très bon organisateur, même si on peut avoir des doutes sur sa condition physique après 2 ans d'arrêt. On a des Marcus Cousins aussi, le meilleur ami de John Wall. Ils vont enfin pouvoir jouer ensemble, ces deux-là. Voilà, des Marcus Cousins qui revient aussi à un bon niveau physique. Et je suis curieux aussi de voir Christian Wood, qui a fait une bonne saison l'année dernière à Détroit. Voir ce qu'il peut donner un petit peu avec les clés du jeu à l'intérieur. Effectivement, je l'avais pas mentionné. John Wall est arrivé en provenance de Washington. Il fera partie du 5 avec James Harden s'il est encore là, Daniel House, le joueur de Houston qui avait fait monter une infirmière dans sa chambre dans la bulle pour très certainement des soins. Puis Jay Tucker et donc Christian Woods au poste de pivot. Donc pour l'instant, la situation est telle qu'elle est. Je pense que ça peut se décanter assez rapidement. Mais pour l'instant, Houston a la main puisque Harden est sous contrat jusqu'en 2022. Oui. Et s'il ne veut pas avoir sa cote, comme tu l'as dit, baisser en flèche, il ferait bien effectivement de recommencer à redevenir professionnel. D'ailleurs, il y a un papier qui est sorti dans les médias américains. Apparemment, Harden aurait un comportement de diva et toute l'organisation se plie à ses désirs. Donc, vu comment c'est parti, on risque d'assister au feu de l'amour version Texas cette année. Et enfin, dans la dernière équipe de notre catégorie valeur sûre, on retrouve les très récents champions de Golden State, les Golden State, la roue tourne Warriors, qui pendant de longues années ont été assez épargnés par les blessures, par les coups durs. Et là, depuis 2 ans, ça n'arrête pas de leur tomber dessus. L'année dernière, ils ont fini dernier à l'Ouest, avec seulement que 15 victoires. Ils étaient 28e au niveau des points par match. Et comme le disent les proctologues, ça a été pour eux une annus horribilis. Donc, en tout cas, ça avait l'air de plutôt bien commencer. Ils avaient recruté James Wiseman à la 2e place à la draft. Et puis patatras, on a appris que Klay Thompson s'est reblessé, qu'il va rater l'entière saison à venir. Donc forcément, Golden State, qui pouvait légitimement prétendre au titre, va devoir revoir un petit peu ses ambitions à la baisse, quoique. Alors, il n'y a eu aucun départ majeur. Et au niveau des arrivées, il y a donc Kelly Oubre qui est arrivé de Phoenix. Il y a Ken Bazemore qui est revenu. Et Brad Wanamaker, le meneur remplaçant de Boston. Il faut aussi ajouter le fait que Draymond Green n'est pas forcément sûr de reprendre la saison tout de suite parce qu'effectivement, il a été contaminé, il n'a pas participé au training camp. Donc, c'est pas sûr qu'il participe au premier match de la saison. Ce qui fait un tableau dans l'ensemble un peu négatif pour les Warriors. Donc, Tariq, est-ce que malgré tout ça, est-ce qu'on peut, comme on dit, ne jamais sous-estimer le cœur de champion? Est-ce que tu penses que Golden State, malgré tous ses coups durs, peut déjà légitimement viser les playoffs? Alors, écoute, j'ai l'impression, enfin, quand j'ai lu ta belle, ton très beau texte, c'est que j'ai l'impression que à Golden State, c'est comme l'année dernière. Ils ont commencé à perdre des joueurs en intersaison. Après, ils en ont perdu aussi. Enfin, je l'espère pas pour eux, mais ils vont peut-être encore en perdre en début de saison. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément d'arrivée majeure. Donc, c'est quasiment le même effectif que l'année dernière. Espérons pour eux que Steph Curry, pardon, sera en forme cette année et qu'il pourra emmener cette équipe assez loin. Mais je pense que ça va être compliqué. S'il y avait eu Klay Thompson, bon, même si Green arriverait un peu plus tard, bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'équipes qui vont récupérer des joueurs au fur et à mesure de la saison. Mais là, perdre Klay Thompson et ne pas avoir forcément de nouveaux renforts, c'est quasiment la même équipe que l'année dernière. Ça va être compliqué pour eux. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est une équipe de champions. Voilà, il n'est pas présenté. Donc, ils ont un très bon coach aussi qui gère plutôt bien, qui manage plutôt bien. Tout est possible pour eux. Mais après, à l'Ouest, comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de grosses équipes à l'Ouest. Contrairement peut-être à l'Est, même si à l'Est, cette année, ça s'est équilibré aussi. Mais à l'Ouest, c'est une bataille infernale où je pense que pour se qualifier en playoff, il faut avoir toute son équipe et jouer au maximum, quoi.
avoir quelques blessures, ça passe, mais avoir beaucoup de blessures qui sont plutôt longues, je pense que ça peut être fatal pour toutes les équipes de l'Ouest, hein, pas forcément que Golden State, mais à l'Ouest, ça va être infernal. Mais justement, Tariq, avant de te redonner la parole pour la suite, je vais juste te rappeler le 5 des Warriors avec Stephen Curry qui est de retour après s'être cassé la main l'an passé. Andrew Wiggins qui est quand même un numéro 1 de draft, qui va peut-être un jour se réveiller. Donc Kelly Oubre Jr., Draymond Green quand il arrivera, et Kevin Looney qui sera au poste de pivot. Donc ce sera essentiellement au niveau de la défense qu'on va attendre les Warriors parce qu'il y a du talent offensivement. Donc à voir. En tout cas, il y a des valeurs sûres, mais il y a peut-être aussi des équipes qui vont créer la surprise. Je crois que Tariq va le montrer avec brio. Alors oui, il y a pas mal de belles équipes. Il y a des équipes que je ne suis pas forcément, mais en faisant mes recherches et en lisant un peu la fiche de ces équipes-là, des équipes qui ont de la gueule, qui peuvent créer la surprise et qui peuvent battre quasiment n'importe quelle équipe cette saison. Alors, bon, évidemment, je vais commencer par, et je vais donner la parole à Jules, je vais commencer par l'équipe qui connaît le mieux, c'est les Pelicans, qui eux aussi l'année dernière n'ont pas été épargnés par les blessures, Bon, ils ont terminé 13e l'année dernière avec un bilan de 30 victoires et 42 défaites. Mais on a vu quand même l'éclosion, par exemple, de Ingram, qui a été excellent ce jour-là. Moi, je ne connaissais pas forcément très très bien ce joueur, mais il m'a plu l'année dernière. Donc Lonzo Ball aussi, hein, qui bon, il avait un peu du mal, un peu de mal aux Lakers, mais là, aux Pelicans, il avait plutôt bien joué l'année dernière. Il était plutôt collectif. Même il shootait aussi. Il a fait quelques beaux shoots sur quelques matchs. Donc voilà, c'est une belle petite équipe. Ils ont fait quand même plutôt un bon recrutement. Ils ont récupéré Steven Adams qui peut apporter un peu sous la raquette. Ils ont récupéré aussi Eric Bledsoe qui arrive des Bucks, qui était aussi un très très bon joueur à Milwaukee. Voilà, je trouve qu'ils ont une belle petite équipe. Ils ont eu quelques bons renforts. Donc je vais plus laisser la parole à Jules. Il connaît l'équipe bien mieux que moi. Alors, est-ce que tu penses que cette année, les Pelicans peuvent prétendre aux playoffs? Moi, personnellement, je les ai mis entre la 7e et la 10e place pour jouer en fait ces places qualificatives, comme tu as expliqué en début de saison. Donc, à toi, Jules, qu'est-ce que tu en penses, cette belle équipe des Pelicans? Alors personnellement, je les ai mis 10e de cette saison parce que je les vois difficilement dans les 8. Malgré le fait que Zion Williamson pourra démarrer la saison normalement, Brandon Ingram qui a un nouveau statut, et les recrutements de Adams et Bledsoe, je pense que cette équipe va manquer de spacing. Voilà, une raquette Williamson-Adams, ça doit pas être drôle à prendre, je pense, physiquement, mais on se rend compte qu'ils vont peut-être un peu se marcher sur les pieds. Il y en a aucun des deux qui peut vraiment s'écarter. Zion l'a montré l'année dernière, mais sur de courtes séquences, et je pense pas que son shoot soit assez fiable. Après, la question sera voilà, qui pour remplacer un peu Jrue Holiday dans ce 5 au poste d'arrière aux côtés de Lonzo Ball. Pour moi, Eric Bledsoe, ça sera trop petit si on le met à côté de Lonzo Ball. Il sera, je pense, sur le banc. Il faudrait mettre Josh Hart ou JJ Redick à côté de lui, à côté de Lonzo Ball, pour apporter un peu de menace extérieure. C'est ce qui va un petit peu définir, comment dire, le résultat d'une bonne saison pour les Pelicans. Faut qu'ils arrivent à trouver la bonne formule avec un nouveau coach, Stan Van Gundy, qui vient remplacer Alvin Gentry, qui stagnait depuis quelques saisons. Moi, je suis aussi curieux de voir l'apport du rookie Kyra Lewis, meneur de jeu, un peu dragster qui va très vite. Je ne sais pas si Stan Van Gundy voudra jouer un jeu aussi rapide que le pratiquait Alvin Gentry. Stan Van Gundy, en général, il est plus concentré sur la défense. Donc, on attend un petit peu de voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que le potentiel est là. Après, il faudra voir ce que ça donne sur le terrain.
oui. Alors moi, j'avais mis, enfin, dans le 5 majeur que j'ai trouvé, ils ont mis Riddick dans le 5. Donc, t'as Ouais, Lonzo Ball, Riddick, Brandon Ingram, Zion Williamson et Steven Adams. ouais, ça serait le mieux. Après, voilà, comme tu l'as dit, tout dépendra du jeu employé et des choix du coach. Hmm. Donc, on va aussi, je vais parler d'une autre équipe qui a fait une très très bonne saison l'année dernière également, qui a fait plutôt un très bon recrutement aussi. C'est Phoenix, les Suns de Phoenix, Ouais. qui ont terminé la saison régulière à la 10e place, avec un bilan de 34 victoires et 39 défaites, c'est plutôt équilibré. Alors, bon, c'est beaucoup plus dans le côté des arrivées, hein, où ils ont bien recruté, puisqu'ils ont récupéré évidemment le vétéran et le vieux briscard Chris Paul. Ils ont récupéré aussi Jake Crowder. Ils ont récupéré aussi Damian Jones. Enfin, ouais, Damian Jones. Donc, ils ont récupéré plutôt de bons joueurs. Après, moi, c'est des joueurs personnellement que je ne connais pas forcément, donc je vais plus laisser la parole à Boris. Je pense qu'il connaît peut-être mieux que moi cette équipe-là. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe, Boris? Est-ce qu'ils sont plus forts que l'année dernière? Parce que Booker a quand même porté cette équipe l'année dernière. Ils ont joué quasiment aussi quasiment tout le début de saison sans Ayton, puisqu'il avait été suspendu pour dopage. Donc, est-ce que tu penses que cette équipe sera bonne? Alors, je te donne le 5 majeur que j'ai trouvé. Donc, il y aura Chris Paul, Booker, Ayton, Bridge et Crowder. Et moi, j'ai mis en bilan, je les ai mis à la 9e place. Donc, voilà, je voudrais ton avis. Alors, très clairement, Phoenix est plus fort que l'année dernière. Très clairement, ils sont plus forts, l'équipe est renforcée. L'arrivée de Chris Paul est de renfort inestimable, notamment pour les jeunes joueurs, pour Devin Booker. Après, il est évident que son salaire peut poser problème à terme, mais déjà, Phoenix est plus fort sur le papier. Après, je fais partie de ceux qui pensent que leur parcours dans la bulle est un peu entre play. Ils ont fait 8-0, ils ont fini invaincus. Dans le lot, ils ont joué beaucoup d'équipes tellement motivées. Bref, à mon avis, on en fait peut-être trop sur ce parcours parfait dans la bulle. Mais néanmoins, il me semble que Phoenix apparaît très solide. Ils ont enfin un vrai coach, Monty Williams. Devin Booker, c'est la saison un peu de l'explosion. Il aura moins de responsabilités parce qu'il a un vétéran à ses côtés. Jake Crowder, c'est un joueur solide, c'est un joueur dur, c'est un joueur âpre qui va leur apporter la dureté qui parfois leur manquait. La perte de Kelly Oubre est très 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 difficile à remplacer. Moi, je ne les vois pas forcément dans les équipes qui vont se qualifier en playoff. Mais, à mon avis, ils vont forcément franchir un cap et aller jouer à Phoenix, ce sera compliqué pour tout le monde. Ce sera compliqué pour tout le monde d'aller jouer à Phoenix, ça c'est clair et net. D'accord. Bah, écoute, merci pour ton expertise, Monsieur Boris. Alors, je vais passer à une des meilleures équipes de la Ligue. Je me permets de le dire. Je pose la question à Jules. C'est évidemment les Dallas Mavericks. Évidemment, évidemment, c'est de l'ironie, hein. Je rigole. Alors, oui, comme je vais faire un petit peu le bilan de cette équipe-là. Donc, la saison dernière, les Mavs ont atteint leur objectif en se qualifiant en playoff. Ils ont joué les Clippers au premier tour et ils ont perdu sur le score de 4-2 avec un gros Luka Doncic. Ça a été quasiment le seul meilleur joueur à Dallas. Il a été un peu orphelin de Porzingis et les autres lieutenants qui étaient autour de lui n'ont pas forcément répondu présent. Je parle de Curry et Hardaway Jr. Alors, le côté mouvement, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, à Dallas cette année. Bon, ils ont eu le pic 18 et 31. Ils ont récupéré Josh Green et Tyrell Terry. Donc, je ne pourrais pas donner d'avis sur ces joueurs-là. Je ne les connais pas. Même si Josh Green a laissé une bonne impression dans les matchs de pré-saison. Alors, il y a une des légendes des Mavs qui a quitté l'équipe cette année, c'est JJ Barea, qui a porté quand même en sortie de banc, qui était pas mal, surtout à 3 points. Il arrivait à mettre toujours ses 2-3 paniers à 3 points par match. Ils ont perdu aussi Seth Curry, qui a été échangé avec Josh Richardson. Voilà. Et ils perdent aussi deux joueurs qui étaient très bons dans leur seconde unité. C'était Justin Jackson et Dylan Wright. Il y en a un qui part à Oklahoma
et Wright qui part au Détroit de Pistons. Côté des arrivées, comme je l'ai dit, il y a Rickardson qui est plutôt bon, qui était plutôt bon aux Sixers, très bon shooter à 3 points, très bon défenseur. Et ils ont ramené, on va dire, un garde du corps pour Doncic, pour le protéger un peu, c'est James Johnson, qui est un Hmm. peu, on va dire, un peu comme Green ou comme Morris, un peu aux Clippers. Il est un peu là pour faire le ménage et pour défendre un peu le meneur de jeu. Alors pour le 5 majeur des Mavs, ça ne va pas bouger par rapport à l'année dernière. Donc il y aura Doncic en meneur, Hardaway, Rickardson un petit peu en shooter sniper. Et sous la raquette, on aura Porzingis quand il reviendra, il ne sera pas là en début de saison, il reviendra vers mi-janvier. Et il y a le retour de Powell qui s'était blessé au tendon d'Achille l'année dernière, juste avant le confinement. Donc c'était une grosse perte pour Dallas, surtout sous la raquette. Et bon, mon prono, j'ai mis cinquième. Je pense qu'il peut faire mieux que l'année dernière. Donc je voudrais un peu l'avis de Jules et surtout qu'on parle de peut-être la saison MVP pour Luka Doncic. Ouais, ben écoute, si Doncic continue à montrer ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé en NBA, Dallas va faire que progresser. Après, je trouve que cette équipe est quand même très dépendante, que ce soit de Doncic ou de Porzingis. Le fait qu'il soit bon blessé, il va revenir, mais c'est quelqu'un de fragile et on sait qu'il est sujet à blessure. Donc j'ai l'impression que c'est un peu léger à l'intérieur. Après, bon, on sait que derrière, il y a Kolestein, Marjanovic qui peuvent aussi suppléer, mais bon, c'est pas forcément le même impact. James Johnson est un ajout intéressant. Je trouve aussi que Josh Richardson conviendra parfaitement sur l'aile. Mais après, je pense que cette équipe s'est affaiblie, à l'intersaison. Et à moins que Doncic, on va dire, passe un nouveau palier, on sait qu'il est déjà très haut, mais qu'il ait encore un peu plus de leadership pour mener cette équipe plus haut. Moi, je les vois encore septième. Voilà, ça sera une équipe Mm. qui sera en playoff, qui sera peut-être dure à jouer. Mais encore, je les vois septième s'il n'y a pas de blessure, parce que s'il suffit que Doncic se blesse, et là, on peut avoir une Tout à saison un fait. petit peu galère côté Dallas. Surtout que défensivement, c'est vrai que Dallas offensivement était une des meilleures équipes. Je crois qu'elle était la Ouais. troisième équipe offensive. Mais Mm. défensivement, c'est vrai que c'était très faible. C'est vrai que s'ils jouent les gros, ça peut être compliqué pour eux s'ils sont pas au complet. Ouais, c'est sûr. Ça peut être compliqué. Donc on passe à une autre équipe qui a plutôt aussi qui a, qui a récupéré beaucoup de jeunes joueurs. C'est les Grizzlies de Memphis. L'année dernière, ils ont terminé à la 9e place avec un bilan de 34 victoires et 39 défaites, un peu comme Phoenix. C'est plutôt un bilan plutôt équilibré, hein, on est presque à 50%. Alors, ils ont récupéré beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent de la NCAA. Alors, je ne sais pas prononcer tout, je sais prononcer NCAA. que voilà, NCAA. J'ai l'accent français hein, en anglais. Désolé. Donc, ils ont récupéré beaucoup de jeunes que je ne connais pas. Comme il paraît que Desmond Bain est un très bon qu'ils ont récupéré par la draft. Il paraît qu'il est excellent. Donc après, voilà, ils ont récupéré de jeunes joueurs comme Xavier Tillman, Michigan State, ou même John Tay Porter, qui n'a pas été drafté en 2019. Ils l'ont récupéré cette année. Donc voilà, ils ont plutôt recruté jeunes. Je pense qu'ils ont un objectif sur le long terme, les Grizzlies. Alors leur 5 majeurs, il sera à peu près comme celui de l'année dernière, avec Morant, Brook, Anderson, Jackson et Valanciunas. On sait que Morant, l'année dernière, il a terminé meilleur rookie de l'année. Il a sorti quand même de grosses performances. Il a été excellent. Alors, je voudrais ton avis, Boris. Moi, bon, je les ai mis à la 10e place. Je pense qu'ils peuvent faire peut-être un peu mieux que la saison dernière avec un peu plus d'expérience. Mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe, Boris? Surtout qu'ils ont recruté beaucoup de joueurs jeunes. Est-ce que l'expérience, voilà, il y aura l'expérience dans le 5 majeur, mais sur la deuxième équipe, ça risque d'être un peu plus compliqué puisqu'ils viennent un peu tous hors NBA. Ben justement, Memphis, ça va se résumer en deux mots, Ja et Morant. Ça, c'est clair et net. L'année dernière, ils ont fini une saison au-delà des espérances. Ils ont fini 9e, ils ont longtemps été 8e. Hein.
Ils ont longtemps été huitièmes. Ils avaient presque 5 matchs d'avance sur Portland. Et effectivement, ils ont fini par s'écrouler. J'ai du mal à les voir faire la même saison. J'ai du mal à les voir être aussi performants parce que maintenant, les autres équipes sont prévenues. Il va falloir quand même se renouveler. Et leur 5 de départ, ça reste quand même assez faible au niveau de la NBA. Après, ça ne se joue pas que sur les noms. On a des joueurs solides comme Valanciunas qui va faire le travail sous les panneaux. Il va falloir que Ja Morant fasse une saison, on va dire, de calibre MVP pour leur permettre de revenir en playoff. Parce que, franchement, pour le coup, avec la, la conférence Ouest est tellement dense cette année que ça ne va pas laisser de place à l'à peu près. Et même si Memphis est une équipe jeune, une équipe d'avenir avec notamment Jaren Jackson Jr. À l'intérieur, je pense que cette année, ça va être court. Après, eux, ils n'ont pas forcément de pression sur les épaules parce qu'on n'attend pas d'eux qu'ils se qualifient chaque année. C'est un processus. Le coach que personne ne connaissait l'an dernier, Tyler Jenkins, il est jeune, sa deuxième année. Donc je pense que Memphis, c'est un prospect, on va dire, à long terme. Donc je pense que les attentes seront modérées, même si j'ai vu que dans son discours, Ja Morant a quand même des ambitions assez élevées. Mais on ne leur tiendra pas rigueur s'il n'accroche pas les playoffs. Ok, ça marche. Alors, il y a une dernière équipe qu'on a mise un peu dans les équipes surprises. On va faire très vite, Jules, puisque je vois qu'on a pris un peu beaucoup de temps sur ces équipes surprises. Et c'est les équipes Ouais. qui rendent un peu cette ligue intéressante. Donc, ça va être les Timberwolves de Minnesota. Alors, c'est une équipe que j'ai toujours apprécié leur logo, mais j'ai jamais apprécié l'équipe. J'ai jamais aimé regarder cette équipe jouer. Alors l'année dernière, c'était très très moyen avec seulement 19 victoires et 47 défaites. Ils finissent à la 14e place de la conférence Ouest. Côté recrutement, bon, ils ont récupéré. Alors les autres joueurs, je ne les connais pas forcément, mais celui que je connais le mieux, c'est Ricky Rubio, l'Espagnol, qui est très très bon en meneur de jeu, très bon shooter à 3 points, vif un peu, un jeu un peu à l'européenne. Voilà. Mais j'ai vu, ils n'ont pas forcément mis Rubio dans le 5 majeur. Donc je te donne le 5 majeur que j'ai trouvé. Ils ont mis Russell, Bisley, Okogie, Hernando Gomez et Karl Anthony Towns, qui est un peu cette star de cette équipe, mais qui n'arrive pas forcément à porter cette équipe. Donc voilà, je les ai pas mis, je pense pas qu'ils vont. Je les ai mis 11e, parce qu'on les a mis dans les équipes surprises. Mais voilà, je voudrais un peu ton avis sur cette équipe de Minnesota. Ben, il y a pas mal de hype autour de cette équipe qui avait récupéré D'Angelo Russell l'an passé en échange d'Andrew Wiggins aux Warriors. Là, ils avaient aussi récupéré Malik Beasley en cours de saison, l'arrière shooter qui était auparavant à Denver. Là, voilà, ils draftent Anthony Edwards, qui était le gros prospect attendu de cette draft, numéro 1. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Ça m'étonnerait qu'il démarre sur le banc quand même, Anthony Edwards. En général, quand on a un premier choix de draft, on le met souvent titulaire, et peut-être Malik Beasley en sortie de banc. Voilà, on a Jared Culver qui avait été drafté haut aussi l'année dernière, qui va pouvoir apporter sur le banc, en même temps que Ricky Rubio, qui apportera son expérience. Pour moi, leur saison, elle va se définir, ça va être autour de la défense, hein. Si cette équipe arrive à mettre un peu de défense, elle pourrait créer la surprise et pourquoi pas accéder au play-in au moins dans les 10, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a des très forts joueurs individuellement, que ce soit Russell ou Karl Anthony Towns. Ballon en main, c'est très fort, ça peut scorer. Mais voilà, c'est sur la défense vraiment que va devoir se concentrer cette équipe pour pouvoir passer un palier. Ok, ça marche. Merci, Jules. Donc, je te redonne la main pour la prochaine catégorie Et oui, des équipes qui sont en reconstruction un petit peu, qui vont peut-être faire une croix un peu sur cette saison particulière. oui, ben, il y en a. On se rend compte qu'on a fait quand même pas mal de franchises et que ça prouve aussi un petit peu le niveau de cette conférence Ouest. Il nous reste que 3 franchises à évoquer dans cette section reconstruction, comme on l'a appelé, où on voulait aussi l'appeler Ils attendent la draft, mais pour l'équipe qu'on va citer en premier, c'était un peu bizarre de l'appeler comme ça. C'est les San Antonio Spurs, qui ont fini 11e l'an passé, loupant les playoffs, ce qui n'est pas forcément dans leurs habitudes sur ces 20 dernières années, porté par DeRozan et Aldridge, un duo un peu vieillissant, si on peut dire ça comme ça.
Au niveau des arrivées, on n'a pas forcément beaucoup bougé, hein, avec les deux rookies, Trey Jones et Devin Vassell, qui arrivent après la draft. Sinon, on a perdu Bellinelli, Bryn Forbes et Metou. Donc, on part globalement sur la même ossature. Un 5 majeur qui devrait être composé de Dejounte Murray, d'Eric White, qui a re-signé notamment il y a pas longtemps. Demar DeRozan à l'aile, Lamarcus Aldridge, ailier fort, au moins pour un temps, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs de transfert. Et Jacob Poeltl qui a montré de belles choses en pivot. Boris, selon toi, est-ce que c'est la saison où il faut un peu tout démonter à San Antonio, essayer de récupérer pas mal de choix de draft, notamment contre DeRozan et Aldridge? Alors, mon avis sera aussi rapide que les espoirs de playoffs de San Antonio cette année. Je pense que ça va vite se terminer dès la prochaine fenêtre des transferts avec Aldridge et DeRozan qui vont partir. C'est une saison en mode table rase. Ils vont repartir sur un nouveau cycle, comme avant l'arrivée de Duncan en 97. Popovic à les Jeux Olympiques en ligne de mire en fin d'année. San Antonio sera tranquillement en fond de classement. Alors évidemment, c'est les Spurs, c'est pas forcément une équipe qui est habituée à jouer le bas de tableau, mais il y a des équipes qui sont plus fortes qu'elles. À partir de là, ça va tranquillement finir entre la 12e et la 15e place. Entre la 12e et la 15e place, voilà, comme je disais, une place que les Spurs ne sont pas forcément habitués à occuper en NBA. On a une autre équipe qui marque un peu le pas. Elle est plus habituée quand même, celle-là, à occuper cette place-là, hein. C'est Sacramento, qui l'an passé était 12e, avec un petit sursaut en fin de saison et dans la bulle, mais qui avait quand même assez déçu les observateurs. 22e attaque de la ligue, 27e au rebond. Donc avec pas mal de faiblesses dans le jeu. De'Aaron Fox est tourné à plus de 21 points par match, Buddy Hield à plus de 19 et Bogdan Bogdanovic à 15. On sait que le Serbe est parti à l'intersaison. Il était dans un temps annoncé à Milwaukee. Finalement, le transfert ne s'est pas fait, mais il a atterri à Atlanta. On a aussi Ken Bazemore qui est retourné à Golden State, Corey Brewer qui est parti à la retraite, et les deux pivots Harry Giles et Alex Len qui sont partis respectivement à Portland et Toronto. Harry Giles, pivot prometteur qui pourrait être une grosse perte pour les Kings. Au niveau des arrivées, Tyrese Haliburton, le rookie meneur qui a débarqué. Frank Kaminsky qui va apporter un petit peu son shoot en sortie de banc à l'intérieur. Glenn Robinson III, un free and D qui va être capable de bien défendre et de rentrer ses 3 points. Et si on devait retenir encore un joueur, c'est Hassan Whiteside qui va apporter aussi un petit peu plus, qui va étoffer cette raquette. Selon toi, Tariq, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Ça va attendre la draft tranquillement, tu penses, Sacramento? Oui, je pense qu'ils feront pas mieux que l'année dernière. Ouais. Même s'ils ont récupéré, comme tu as dit, certains joueurs qui peuvent leur apporter un plus, mais bon, Westside, c'est pas un joueur sur qui on peut faire confiance toute une saison. On l'a bien vu que à Miami ou même à Portland, il n'a pas été. Enfin, il est peut-être beaucoup trop payé pour ce qu'il produit sur le terrain. Donc voilà, je vois pas. Après, Sacramento, c'est une équipe que je ne connais pas très bien forcément, que je ne regarde Ouais. pas tous les jours, à part quand ils jouent contre les Mavs ou comme ça quand je tombe sur le match par hasard à la télé. Mais voilà, à l'Ouest, je pense que voilà, ils vont faire comme l'année dernière. Peut-être qu'ils pourront améliorer un peu leur bilan, mais ça bougera pas au classement. Ça sera Ouais. entre 12 et 15. Au niveau du 5 majeur, on partirait sur De'Aaron Fox à la main, accompagné de Buddy Hield. On ne sait pas pendant combien de temps, puisque lui aussi est avec un gros contrat et sur la liste des transferts. Harrison Barnes à l'aile. Marvin Bagley en tant qu'ailier fort, même si ce dernier a été pas mal blessé ces dernières saisons, ça pourrait aussi faire basculer leur saison si Marvin Bagley arrivait à enchaîner les matchs. Et enfin, au poste de pivot, ça va se jouer entre Richaun Holmes, qui a montré des belles choses l'an passé, et Hassan Whiteside. Donc ça sera à définir. Pour la dernière franchise qu'on va évoquer, c'est le Oklahoma City Thunder qui a eu, je pense, qui a été la franchise qui a le plus bougé, hein, cet été, avec une véritable hécatombe, si j'ose dire, beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées.
Donc, ceux qui ont quitté l'équipe, c'est Chris Paul, Steven Adams, Danilo Gallinari, Dennis Schroeder, Terence Ferguson. En gros, tous ceux qui avaient un peu de valeur et qui ont participé à la belle saison du Thunder l'an passé, avec une 5e place à l'Ouest. Le Thunder qui n'était pas forcément attendu à ce niveau-là et qui a quand même réussi à performer avec l'explosion de Shai Gilgeous-Alexander et un collectif bien rodé l'an passé. Au niveau des arrivées, Al Horford a débarqué avec George Hill. On a aussi Ty Jerome, Pokusevski, le rookie prometteur. Sinon, on a Vincent Poirier et Théo Maldon qui ont débarqué. Et on a aussi, sinon, dans les arrivées notables, on a TJ Leaf et Trevor Ariza, si je puis dire, arrivée notable. Ça va nous donner un starting five qui devrait être composé de Shai Gilgeous-Alexander à la main, lui qui était plutôt arrière lors de la saison passée, avec Schroeder et Chris Paul qui étaient plus habitués à tenir le ballon. On aura Lugens Dort, une des révélations aussi de l'an passé qui sera à l'arrière. Trevor Ariza qui devrait démarrer à l'aile. Darius Bazley en ailier fort et Al Horford pour encadrer un petit peu le papa, lui et George Hill qui seront un peu là pour encadrer les petits jeunes. Boris, est-ce qu'il y a une chance pour que OKC ne soit pas dernier de cette conférence Ouest? En tout cas, c'est une équipe qui est plutôt digne par rapport à Sacramento. D'ailleurs, je tiens à assurer Tariq, ce n'est pas lui le seul qui ne regardait pas Sacramento. Même les propres supporters de Sacramento ne regardent pas leur match. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Pour en revenir à OKC, clairement, c'est une équipe pour le futur. J'ai vu qu'ils ont accumulé près de 16 tours de draft jusqu'en 2026. Donc, c'est une équipe qui se construit tranquillement. Ils accumulent les tours de draft. Après, accumuler des tours de draft ne veut pas forcément dire qu'ils seront forcément tous bons. Mais en tout cas, ils se donnent les moyens de pouvoir rebondir. Alors, clairement, ils vont faire une impasse sur cette saison avec un nouveau coach, Marc Degnaud, pour chapeauter tout ça. Le principal intérêt, c'est de voir comment Al Horford va manager cette équipe, sachant que c'est un mec qui n'est pas forcément très vocal. Donc, est-ce que ça va passer? Il y a aussi une chance de voir Shai Gilgeous-Alexander se rapprocher du niveau All-Star. À part ça, il n'y a pas trop d'intérêt à suivre leur saison. Mais franchement, je mettrais bien ma main à couper qu'ils ne finiront pas dernier. Parce qu'il y a des équipes qui vont peut-être imploser en cours de saison. Et c'est plutôt une équipe qui est dans une bonne dynamique, même s'ils ont perdu effectivement plus de la moitié de leur effectif de l'année passée. Ben écoute, c'était le mot de la fin sur cette dernière franchise. On vous remercie de nous avoir écoutés sur ces 15 franchises à l'ouest et on va passer bientôt on va passer à l'est où la lutte sera peut-être un peu moins, où il y aura un peu moins de suspense. Oui, avant de partir, c'est vrai qu'il faudrait qu'on donne nos brackets de l'ouest, nos tableaux prévisionnels. Est-ce que Tariq, tu as un classement prévisionnel à l'ouest? Alors écoute, je vais mettre logiquement les Lakers, je les mets numéro 1, enfin leader ou champion de la saison régulière. Je mettrai les Nuggets moi, en deuxième position. Je trouve que collectivement, cette équipe est pour moi meilleure que les Clippers. Je mettrai évidemment les Clippers troisième. À la 4e place, je mettrai Portland. Allez, je veux dire, si Portland, ils n'ont pas beaucoup de blessés, ils peuvent être 4e. Comme je l'avais dit tout à l'heure, pour Dallas, je les mettrai 5e, même si tu as dit l'équipe est un peu plus faible que la saison. Enfin, le banc est un peu plus faible que la saison dernière. Alors, 6e, je mettrai Phoenix. Je mettrai Phoenix 6e. J'avais mis les Pelicans entre la 7e et la 10e place, donc je les mettrai 8e pour faire plaisir à Jules. Et pour les 2 dernières places, ça se jouera. Alors moi, Utah, je ne suis pas convaincu par cette équipe. Utah, ils me font penser un peu aux équipes comme Dortmund ou Lyon qui jouent plutôt bien, etc. Mais le résultat n'est pas forcément. Voilà, c'est une équipe qui joue bien, qui est plaisante à voir, qui est un candidat, mais qui s'arrête toujours un peu prématurément. Donc je mettrai les Utah Jazz 9e, même si j'adore Rudy Gobert. Et pour la 10e place, allez, je mettrai les Warriors aussi, qui je pense qu'ils peuvent peut-être aller accrocher la 10e place s'ils évitent les blessures comme l'année dernière.
Voilà pour mes 10. Bon, après, pour les dernières places, ça ne m'intéresse pas forcément. Ouais. Très bien. Boris, toi, quel est ton top 10 ou top 15, hein, si tu l'as fait? Alors, je tiens à dire à Tariq que s'il joue, il met de l'argent sous le classement qu'il a défini et qu'il gagne, il sera très riche d'ici la fin de l'année. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grosses cotes. Donc, à voir. Écoute, je tente ma Euh, chance. allez. Alors, me concernant, j'ai mis les Clippers en 1, les champions de la saison régulière, mais qui se chient dessus en playoff. C'est un peu le Clermont-Ferrand de la NBA. En 2, les Lakers. En 3, Denver. En 4, Utah. En 5, Portland Blazers. En 6, les Warriors. En 7, les Mavericks, pardon. Et en 8, j'ai changé d'avis, j'ai mis les Pelicans, parce que j'avais dit auparavant que je ne les voyais pas. Mais j'ai réfléchi et c'est pas impossible qu'ils arrachent le dernier spot. Et enfin, en 9 et en 10, les Suns et les Rockets. Et les Spurs en 11, Minnesota en 12, Memphis en 13, OKC 14, et les Sacramento Pathetic Kings en 15. D'accord. Bah écoute, pour ma part, c'est bien parce qu'on n'aura pas forcément, on n'aura pas les mêmes tableaux. Moi, je vois les Lakers premiers, champions en titre et qui vont assumer leur statut, premier de la conférence Ouest. Denver deuxième, un peu comme Tariq, je les vois plus forts collectivement que les Clippers que je place en troisième position. Portland quatrième. Portland a toujours été bien classé dans ces classements de conférence, souvent troisième pendant 2-3 années d'affilée, sans forcément avoir le talent qu'ils auront cette année. Donc voilà, je les vois top 4. Utah, que je vois cinquième, voilà, dans la continuité des saisons qu'ils ont réalisées, toujours une équipe difficile à prendre. Golden State sixième, qui est Golden State, voilà, avec le retour de Curry, Oubre, Wiggins, qui parviendront à accrocher un top 6. Je vois Dallas 7e sous réserve, comme j'ai dit, des blessures. On espère que Luka Doncic et Porzingis resteront en bonne santé. Et enfin, Phoenix 8e. Je pense que Chris Paul va leur faire beaucoup de bien à la main. Et je vois aussi DeAndre Ayton un petit peu exploser. Ensuite, ça sera Houston 9e. Même si voilà, on est un peu dans le flou avec cette équipe, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et je vois New Orleans 10e qui sera là, qui accrochera un spot au play-in au moins. Ensuite, il y a Memphis, Minnesota, San Antonio, Sacramento et Oklahoma City pour cette conférence Ouest. Merci messieurs de votre expertise et on se retrouve pour la conférence Est très rapidement. Merci Jules. Ciao, merci. Sport & Chill, la parole aux chillers.